À la une de cette édition 20h du 30 avril 2013, financement des antirétroviraux, le gouvernement veut éviter la rupture des stocks. La problématique du financement au traitement par antirétroviraux est donc au Cameroun était au centre d'une concertation qui a regroupé autour d'une table ce 30 avril 2013 à Yaoundé les responsables du ministère de la Santé et les parties prenantes dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida. Appropriation des technologies de l'information et de la communication par les étudiants et les professionnels de l'enseignement supérieur au Cameroun, l'Université de Douala, l'Agence universitaire de la francophonie et l'Institut du Cameroun s'associent pour le bien-être des jeunes. Une infrastructure de formation dénommée l'espace numérique francophone de Douala a été inaugurée ce 30 avril à l'Institut français établi dans la capitale économique du pays. C'était en présence de l'ambassadeur de France au Cameroun, Bruno Gant, en présence des responsables du gouvernement et quelques autorités locales de la capitale économique du pays. Voilà pour le sommaire. Les détails, à tout de suite. Bienvenue, bonsoir à tous et surtout merci donc de nous accorder votre préférence. Merci de rester devant votre télé pour suivre l'information en temps réel sur Camus 24. Financement des antirétroviraux, le gouvernement veut éviter la rupture des stocks. La problématique du financement du traitement aux ARV au Cameroun était au centre d'une concertation qui a donc regroupé autour de la table ce 30 avril 2013 à Yaoundé les responsables du ministère de la Santé publique ainsi que toutes les parties prenantes dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida. C'était donc l'objet ici de réfléchir sur l'hypothèse des sources alternatives de financement. Les détails, c'est avec Salomon Fou et Marcel Vandoabin. C'est Tête pour le récit. De l'avis des médico-sanitaires, le Cameroun enregistre 33 000 décès par an des suites de ravages liés au VIH-Sida. 40 000 nouvelles infections sont détectées chaque année pour un taux de prévalence nationale de 3,4%. Des chiffres qui sont loin de cacher notre réalité, celle relative à la disponibilité et à l'accessibilité des antirétroviraux, car de plus en plus, les quantités d'ARV servies aux malades ne sont plus suffisantes pour couvrir un mois de traitement comme par le passé. Ceci est dû aux tensions de stock que connaissent les centres agréés de traitement CAT. Ce rationnement dans la dispensation des médicaments altère l'adhérence au traitement avec des risques importants de développer des résistances. Une situation causée par le nombre de plus en plus croissant de malades éligibles au traitement du fait de la gratuité des ARV décidée depuis 2007 par le chef de l'État. Nous savons que près de 260 000 personnes ont aujourd'hui besoin du traitement, mais qu'actuellement, il n'y en a que 123 000 qui sont sous traitement. Nous devons donc nous inquiéter de la prise en charge de ces personnes qui ont besoin du traitement. Nous inquiéter veut dire qu'on a des cadres d'accueil permettant de poser le diagnostic, on a des antirétroviraux disponibles et que ces personnes peuvent accéder à ces antirétroviraux sans que ces personnes aient à faire de gros déplacements. La réflexion du jour est donc de voir si on peut mobiliser d'autres sources de financement, en plus aux côtés des financements de l'État et du Fonds mondial, qui jusque-là sont les premiers contributeurs. Parmi les pistes explorées, les experts envisagent une possibilité d'imposition des revenus des salariés, la création d'une taxe spéciale sur les télécommunications, le prélèvement d'une taxe spéciale sur l'exploitation minière, la souscription obligatoire des polices d'assurance maladie, la contribution éventuelle des malades et le développement d'un partenariat secteur public-privé. Des expériences inspirées de ce qui se passe sous d'autres cieux et dont les idées maîtresses seront soumises à la censure des décideurs pour éviter aux malades des ruptures brutales de stock dont la plus imminente est annoncée au mois de juin prochain. Parlons cette fois des synergies africaines avec les activités de l'organisation non gouvernementale panafricaine qui sont désormais consignées dans un ouvrage. En la lecture, il est question ici, en résumé selon les experts, d'une décennie d'engagement concret en faveur de la santé et du bien-être des populations africaines. La cérémonie de présentation et de dédicace de ce livre, intitulé Synergies africaines, acteurs majeurs de la santé publique en Afrique, a eu lieu ce 30 avril 2013 à Yaoundé. C'était au palais des congrès de la ville, capitale économique du pays. La cérémonie placée sous le patronage de Chantal Biya, première dame du pays, par devant, présidente fondatrice des Synergies africaines, une ONG qui regroupe aujourd'hui une trentaine de premières dames d'Afrique, a connu la participation de plusieurs membres du gouvernement et assimilés. Parmi eux, il y avait également les diplomates accrédités à Yaoundé. Des précisions avec Jean-Pierre Bitongo, Alexis Claude Amourou, Donald Anouzoa pour le récit. Plusieurs membres du gouvernement, des représentants des missions diplomatiques et des organismes internationaux ont rehaussé par leur présence l'éclat de cette cérémonie sobre agrémentée par quelques intermèdes culturels.
Pour le secrétaire exécutif de cette ONG, ce livre consacre les efforts des premières dames d'Afrique, membres de l'association, sous l'impulsion bien entendu de la présidente fondatrice Chantal Biya. Aussi, Jean-Stéphane Biacha souligne qu'il reflète la volonté et la détermination de ces dames à lutter contre le sida et les souffrances qui entravent le développement de l'Afrique et l'épanouissement de ses populations. Tout en remerciant tous les experts, les scientifiques, les personnalités et partenaires ayant contribué à la réalisation de cet ouvrage, Jean-Stéphane Biacha a émis le vœu de voir cet ouvrage contribuer à l'efficacité de la riposte africaine face aux défis de santé publique du continent africain. À en croire le professeur Pierre Bobda, membre du comité de rédaction, ce livre de 144 pages, rédigé par 49 experts américains, européens et africains de renommée internationale, tient son importance pour deux raisons. Il cite la compétence et la qualité des membres du comité de rédaction, la variété et le contenu même des contributions, et de décliner alors les différents sujets traités dans le livre. Outre le sida, Synergie africaine a élargi en 10 ans d'existence son champ d'action sur le paludisme, la tuberculose, le cancer, le diabète, l'hypertension artérielle et bien d'autres fléaux. Ces axes stratégiques d'intervention sont la réduction de la transmission mère-enfant du VIH, la réduction de la mortalité maternelle et infantile, l'atténuation des souffrances de l'enfant africain, l'assistance aux personnes vulnérables et la lutte contre les maladies non transmissibles. De bonne gouvernance financière en Afrique, on parle donc depuis quelques jours à Yaoundé. Il faut dire que l'Organisation africaine des institutions supérieures du contrôle des finances publiques poursuit ses travaux qui se sont ouverts depuis le 29 avril dans la capitale politique camerounaise. Les participants à cette réunion de planification qui s'achève ce 1er mai entendent surmonter les nombreuses difficultés en vue de mériter la confiance des partenaires et des dirigeants africains dans l'œuvre de promotion de l'état de droit et surtout de la bonne gouvernance financière sur l'étendue du continent noir. Et au sortir donc de cette cérémonie d'ouverture qui était présidée par le ministre délégué à la présidence en charge du contrôle supérieur de l'État, Henri Eyébé Haïssi s'est empressé de parler à la presse des différents objectifs attendus au terme de cette rencontre. Il s'exprime au micro de Jean-Pierre Bitongo. La FOSAI est l'organisation régionale africaine des institutions supérieures de travail. Au même titre que les autres organisations régionales, il importe qu'elle déploie et exécute son programme, ce qui n'a pas pu être fait. Il y a eu du retard dans cette domaine. Comme toute organisation, il faut mettre en place des structures. Il faut développer des méthodologies de travail. Il faut partager des expériences. Il faut donc renforcer les capacités institutionnelles, mettre en place des structures, mais en même temps renforcer les capacités des acteurs, partager des expériences des différents pays, s'inspirer des normes internationales de l'INTOSAI. Ce retard est au cœur du travail que nous avons à faire. Oui, cela a eu un impact négatif dans la mesure où nous sommes engagés dans la mouvance mondiale, dans la promotion de la bonne gouvernance financière. Nous voulons pouvoir bénéficier de la dynamique régionale. Le président de la République au niveau du Cameroun, le président de l'Union, s'est engagé en particulier au cours du présent mandat parmi les axes majeurs à renforcer, précisément améliorer dans tous les cas la bonne gouvernance, promouvoir la bonne gouvernance financière, renforcer la lutte contre les atteintes à la fortune publique. Nous avons là un chantier national qui s'approche, s'arrime, et tire son inspiration et est renforcé par la dynamique au niveau notamment mondial de l'INTOSAI et présentement de la FOSAI. Oui, il y a un retard que nous voulons combler et avec des retombées et pour la FOSAI et même au niveau national. C'était l'un des titres à l'ouverture de cette édition des formations sur Camuzin 4. Et c'est donc une question de partenariat qui concerne l'Université de Douala, l'Agence universitaire de la francophonie et l'Institut du Cameroun. Toutes ces structures viennent donc de s'associer pour la promotion de la jeunesse. Une infrastructure de formation dénommée l'espace numérique francophone, établie dans la capitale économique du pays, a donc été inaugurée ce 30 avril à l'Institut français de Douala. Ce premier campus numérique, est basé donc dans la ville la plus économique du Cameroun, a été présenté sur toutes ses formes afin d'apporter une solution aux problèmes de formation de qualité en ligne
L'ambassadeur de France au Cameroun, Bruno Gant, présidait la cérémonie et c'était ici l'occasion de retrouver les autorités camerounaises amenées par le ministre du Travail et de l'Emploi et de la Formation professionnelle, par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur. Les détails, c'est avec Jean-Jacques Ondoa et Divinapi. Renforcer les besoins de formation en ligne des étudiants, les capacités humaines, encourager la recherche et restreindre la fracture vu le nombre exponentiel d'étudiants qui frappent à la porte des universités. Après les différents discours, l'audience a eu droit à la présentation du catalogue de formations disponibles pour cette année 2013, à l'instar des formations ouvertes et à distance. Ces formations sont payantes selon la catégorie de personnes. La cérémonie d'installation du bureau de l'ADI FOAD Cameroun avec remise de diplômes aux différents récipiendaires s'en est suivi pour boucler la boucle, la coupure du ruban inaugural par les différentes autorités et une visite des lieux plus démonstration d'une visioconférence avec autres sites distants. De toute autre chose, donner de la visibilité aux efforts fournis par le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation en matière de développement et de semences, améliorer des principales spéculations agro-pastorales au Cameroun. C'est entre autres l'objectif de la première édition de la journée de promotion des semences améliorées de base qui s'est tenue ce 30 avril 2013 dans la capitale économique du pays. La cérémonie était présidée par le secrétaire général de la région du littoral en présence des différents délégués régionaux concernés et autres multiplicateurs des semences. Reportage Eric Ticheux, Josué Ngongan. Cette première journée organisée par le Centre régional Minrezi du littoral arrive à la suite de la journée de promotion des semences améliorées de base lancée au niveau national à Yaoundé par Madame la ministre en charge du domaine. C'était le 15 mars dernier avec le concours de l'Institut de recherche agricole pour le développement. Il est question ici de vulgariser les résultats des recherches réalisées par les structures du Minrezi telles que le Centre spécialisé de recherche sur le palmier à huile IRAD de la Dibamba. À partir de palmier naturel Dura et du Piscifera, qui est aussi palmier naturel, nous faisons le croisement entre le Piscifera, qui est le mâle, et le Dura, qui est la femelle, pour obtenir l'hybride qui est Tenera. Alors pourquoi nous faisons ceci? Le Piscifera étant un palmier qui a une épaisseur très grande, une coque qui n'existe pas là, donc ça n'a pas de coque, mais le Dura a un caractère qui a une coque très épaisse, mais il produit beaucoup de régimes et de grosses noix. Selon une étude menée par le Centre Minrezi dans le littoral, 44% de ménages ont un revenu inférieur à 500 000 francs, soit moins de 1500 francs CFA par jour, à cause du manque d'informations, car les populations produisent 8 à 10 tonnes de bananes plantains par exemple, alors qu'avec les semences améliorées, on peut produire 25 à 30 tonnes à l'hectare. Au-delà de promouvoir les semences améliorées, il est également question d'apporter de la matière et un appui technique multiforme aux multiplicateurs de semences, renforcer la capacité de la production des organisations pour une meilleure vulgarisation pendant la campagne agricole 2013. Si je m'en tiens seulement à des spéculations comme le manioc, le maïs, le cacaoyer, en maïs, vous avez encore des rendements qui vont à 1-2 tonnes à l'hectare, alors que la recherche peut déjà vous mettre à disposition des variétés qui vous produiraient 5-6 tonnes à l'hectare pour les variétés composites, 8-9 tonnes à l'hectare pour les variétés hybrides. Dans le littoral, le manioc, vous avez encore des rendements qui vous font 10-12 tonnes à l'hectare. Dans son mot de circonstance, le secrétaire général de la région a invité les acteurs de la filière semences et autres structures financières à s'investir dans la filière de production des semences et aux multiplicateurs d'en faire bon usage et ne pas vendre dans les pays voisins, car sans semences, il n'y a pas d'agriculture. À Bamenda, dans la région du nord-ouest Cameroun, là-bas on parle d'un séminaire sur les relations civiles-militaires dans le processus électoral. La rencontre court depuis ce 30 avril 2013 dans le chef-lieu de la région du nord-ouest Cameroun. Et pendant 4 jours, les participants auront l'occasion d'acquérir de meilleures compétences et des connaissances sur le respect du rôle, de la mission et des responsabilités relationnelles entre les civils et les militaires dans le processus électoral démocratique en cours au Cameroun. Les détails, Clémence Nyamda, Christian Venu, Stéphane Bonjo pour le récit.
Les travaux ouverts par le numéro 1 du Nord-Ouest s'achèvent le 3 mai prochain et se tiennent sous la coordination du commandant Mahamat Ahmed avec comme modérateur le colonel américain Eugene Michael Mensch. Comme participants, ils sont 40 au total, parmi lesquels 20 représentants de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la gendarmerie nationale et du bataillon d'intervention rapide. Les 20 autres participants viennent non seulement de la police, mais aussi des agences gouvernementales et de la société civile. Bon, la justification, si on a besoin d'une justification, c'est d'organiser, pour discuter les questions importantes, intéressantes concernant le processus électoral, pour assurer les élections crédibles, sûres et libres aussi. Et avec ça, et discuter les rôles que chaque institution joue dans ce processus. Durant 4 jours dont les exposés de ce séminaire porteront sur les relations civiles militaires, le rôle joué par les partis politiques et celui de la société civile dans le processus électoral au Cameroun. Pour le colonel américain Michael Mensch, le choix de la ville de Bamenda repose sur la décentralisation du message sur les relations civiles militaires. Mais il est à noter que le contexte socio- et politique dans lequel intervient ce séminaire est assez particulier. Au lendemain de la proclamation des résultats des sénatoriales et à l'aube des législatives et municipales au Cameroun, les recommandations du gouverneur à l'endroit des participants sont fortes. Bien, je voulais tout d'abord saluer cette initiative très louable du gouvernement camerounais et de son partenaire des États-Unis, qui va certainement permettre aux différents acteurs du processus électoral de mieux se préparer après les sénatoriales pour affronter les échéances futures qui sont législatives et municipales. C'est pour cela que j'ai recommandé aux séminaristes d'être très assidus et attentifs, de profiter de l'expérience des partenaires américains pour améliorer notre processus électoral. À ce séminaire qui s'achève vendredi prochain, l'on a également noté la présence de certaines autorités telles que le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bamenda et le préfet du département de la Mézane. Parlons cette fois de l'actualité liée à l'avènement du Sénat au Cameroun pour dire que la Chambre haute du Parlement comptera dans ses effectifs les femmes également. Pour une fois, la poche genre, selon ces dernières, a été respectée. Et dans la région de l'extrême nord, à Maroua, Djakaou née Fatou Julienne, l'une des femmes sénatrices, entend contribuer à l'épanouissement de ses sœurs sur l'étendue du territoire, mais particulièrement dans la région de l'extrême nord, dont elle est originaire. Le portrait d'une élue, c'est avec Célestine Tabouli et Stéphane Bonjo. Le parcours de cette femme est considéré comme atypique. À 56 ans, elle totalise 28 ans de vie politique. Depuis 1985, elle est une militante très active au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Elle imprime ses marques au sein de la section RDPC du Diamaré. Membre titulaire du RDPC depuis 1996, Madame Djakaou a fait de la politique une religion. Officier de l'ordre du mérite camerounais, Madame Djakaou Julienne est de l'ethnie Giziga, mariée et mère de 6 enfants. Son acte de naissance renseigne qu'elle a vu le jour en 1957 à Djabara par Midjivine, dans la région de l'extrême nord. Elle a fait ses premiers pas à l'école publique locale en 1996, où elle obtient son certificat d'études primaires élémentaires en 1972. Elle entame alors une formation professionnelle. De 1977 à 1979, elle entre à l'école normale des instituteurs de l'enseignement général de Maroua et obtient le certificat d'aptitude pédagogique d'instituteur d'enseignement général. Une décennie plus tard, elle est admise au centre de formation de comptabilité matière de Yaoundé et sort nanti d'un diplôme de CFC. En 1994, elle s'inscrit au centre de formation en animation rurale de Boubari à Guidère, une formation sanctionnée par un certificat en animation rurale. Madame Djakaou décide alors de poursuivre ses études secondaires à Maroua où elle s'inscrit au cours du soir à la Midoayatou. Elle obtient tour à tour son BEPC en 1996, son probatoire en 1998 et son baccalauréat à 4 en 1999. Commence alors une riche carrière professionnelle. Elle enseigne de 1979 à 1988, puis nommée en 1989 comme chef de bureau comptabilité matière à la délégation régionale des domaines à Maroua, poste qu'elle occupe pendant 6 ans.
De 1994 à 1996, elle est nommée présidente de la commission provinciale du Fonds d'appui aux organisations rurales de l'extrême nord. En 2006, Mme Diakao est nommée chef de service régional de la solidarité nationale à la délégation régionale des affaires sociales de l'extrême nord, poste qu'elle occupe jusqu'en 2011. Et depuis 2011, jusqu'à ce jour, elle est à la tête de la délégation régionale de la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts de la faune pour l'extrême nord. Parlons de toute autre chose à présent et plus principalement de la vie dans les communautés avec la localité de Bokito en général et la communauté Bororo en particulier qui venait de faire la fête. C'était à l'occasion de l'installation du nouvel Ardo Abdou, chef de cette communauté dans le Grand Bam. Son élection est survenue à la suite d'un plébiscite dirigé par le Lamido de Didango et le président national de l'association Boskouda. C'est le sous-préfet de Bokito, Kwele Ngome Divine, qui a présidé à cette cérémonie d'installation. Marginalisée et victime d'abus de pouvoir, la communauté Bororo a saisi cette occasion pour réaffirmer ses idéaux de paix, de sa dynamique de rassemblement et d'intégration nationale dans un environnement d'affrontement entre agriculteurs et éleveurs. Le nouvel Ardo s'est d'ailleurs dit disposé à œuvrer pour faciliter l'intégration de ces deux peuples. Il faut d'ailleurs souligner ici que l'association Boskouda, qui s'oppose donc à toute forme de violence et de déstabilisation, est membre observateur de la Commission africaine des droits de l'homme et de l'Union africaine. À la suite de cette cérémonie d'installation, quelques membres de cette communauté se sont exprimés au micro de Camille Zinkar. Nous sommes aujourd'hui à notre deuxième expérience. Nous avons commencé ça dans le Noun. Après le Lambda Didango qui s'est sédentarisé depuis 100 ans, nous avons également rassemblé les Mboro de l'arrondissement de Koutaba au niveau de Tayandi. On a donc trouvé un chef de communauté qui se nomme aussi un Abdou. Et aujourd'hui dans le Mbam, connaissant la forte concentration des Mbororo, nous sommes dit également qu'il fallait également les organiser afin que qu'ils puissent répondre d'une seule voix auprès de toutes les interpellations. C'est-à-dire les interpellations de développement, les interpellations d'éducation, les interpellations également d'intégration nationale. Et ceci nous permet également, de lutter contre certains abus. Parce que nous sommes des minorités, nous sommes des marginalisés, et nous subissons certains abus de pouvoir de certains autres qui pensent qu'ils sont autochtones au Cameroun, alors que nous ne le sommes pas. Mais nous sommes tous des Camerounais à part entière. À l'étranger, dans cette édition d'information aux Pays-Bas, Willem Alexander, âgé de 46 ans, vient de succéder à sa mère, la reine Béatrix, sur le trône. En Syrie, un attentat à la voiture, piégé en plein centre de Damas, a tué au moins 13 personnes ce 30 avril 2013. Et puis en Ukraine, la Cour européenne condamne le pays pour détention de Oulay Tymoshenko. L'AFP nous donne l'essentiel de l'actualité internationale. C'est le nouveau visage de la monarchie aux Pays-Bas. À 46 ans, Willem Alexander devient le plus jeune souverain d'Europe. Il succède à la reine Béatrix qui a passé 33 ans sur le trône. Le jeune roi devrait opter pour un style plus détendu que celui de sa mère. Il a déjà expliqué ne pas être un fétichiste du protocole. Au moins 13 personnes tuées dans un nouvel attentat à la voiture piégée à Damas. Ce carnage intervient 24 heures après une attaque visant le Premier ministre lundi. Dans le même temps, des combats opposent toujours l'armée et les rebelles à l'est de Damas et les raids aériens continuent près d'Alep et de Homs. Le placement en détention provisoire de Yulia Tymoshenko en 2011, illégal et arbitraire, selon la Cour européenne des droits de l'homme. L'ancien Premier ministre ukrainien a obtenu la condamnation de son pays. Son avocat a immédiatement appelé à sa libération. Pour le président Viktor Yanukovych, c'est hors de question, car l'opposant doit encore être jugé dans 2 autres affaires. Égérie de la révolution orange de 2004, elle a été condamnée à 7 ans de prison pour abus de pouvoir. François Hollande sur le terrain pour défendre sa boîte à outils contre le chômage. En déplacement au Mureaux, le président a martelé que la seule priorité qui vaille, c'est l'emploi. Il a annoncé que 20% des 2000 nouveaux CDI chez Pôle emploi seraient affectés aux quartiers populaires. Le chef de l'État a aussi reconnu que l'objectif d'inverser la courbe du chômage à la fin de l'année serait très difficile à atteindre. Un restaurant espagnol désigné meilleure table du monde. El Cellar de Can Roca a détrôné le Danois Noma qui occupait la première place depuis 3 ans. Installé à Gérone en Catalogne, l'établissement est tenu par les frères Roca, respectivement chef, pâtissier et chef sommelier. Le premier restaurant français, lui, n'arrive qu'à la 16e place.
Parlons à présent de korfball. C'est une nouvelle discipline sportive à laquelle il va falloir s'habituer puisqu'elle continue de faire sa vulgarisation. Un séminaire international se déroule actuellement en vue de sa promotion dans la capitale politique du Cameroun à Yaoundé. Il est organisé par l'Association camerounaise de korfball avec l'appui technique de 2 experts de la Fédération internationale, George Preninger, Edric Van Drost, j'y arrive, Jean-Pierre Bitongo et Alex-Claude Amougou. Michel Ateba nous donne plus de précisions. Ce séminaire intervient après ceux de Bertois en janvier 2013 et de Bamenda en mars dernier. Pour le président, c'est un nouveau départ. Le korfball est un sport collectif mixte proche du basketball. Inventé en 1902 en Hollande, il met aux prises 2 équipes de 8 joueurs chacune. Et ses adeptes et fans semblent se multiplier au quotidien. Je prends contact avec le korfball pour ma première fois en février 2013 lors d'un séminaire d'imprégnation de cette discipline au Cameroun. Du coup, cette discipline me marque parce que déjà, elle est proche du basketball, discipline que je pratique moi-même. Je suis championne du Cameroun, médaillée d'or aux Jeux universitaires 2013. Et les principes sont presque les mêmes, à la seule différence que le korfball a un plus. Le contact n'y est pas permis. Que je me rends personnellement compte que c'est une nécessité pour notre société. De par ses vertus, d'abord ce sport, et ensuite c'est un sport nouveau qui se veut tout aussi d'être pratiqué au Cameroun. Un sport facile à pratiquer, un sport facile à introduire. Le korfball se pratique en intérieur sur 40 x 20 mètres et en extérieur sur 60 x 30 mètres. C'est sur un terrain partagé en 2 zones. Dans chaque zone, il est placé un poteau d'une hauteur de 3,5 mètres. Il est pourvu d'un panier de forme cylindrique et sans fond. Le ballon est similaire à celui du soccer. À retenir de cette édition d'information sur CAMS 24 et financement des antirétroviraux, le gouvernement du Cameroun, par le biais du ministère de la Santé publique et ses partenaires, se concerte à Yaoundé dans l'optique de freiner la rupture des stocks, en vue du traitement des malades. Et puis on a également parlé de l'appropriation des TIC par les étudiants à travers ce campus numérique qui venait d'ouvrir ses portes dans la capitale économique du Cameroun. Demain, 1er mai 2013, ce sera la fête internationale du travail. Occasion pour nous de vous souhaiter déjà une bonne fête du travail, mais surtout rester en compagnie de nos programmes. Demain déjà, un multiplex sur les temps forts de l'événement, la fête du travail 1er mai au Cameroun. C'est sur CAMS 24. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité. Nous vous souhaitons de passer de bons moments en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Bonsoir.